Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je remercie vivement et je suis très reconnaissante aux organisateurs de ces rencontres pour leur invitation, en particulier Pascal Liévaux et Luis Royas Nieto. Je voudrais remercier évidemment par avance aussi les interprètes pour permettre de rendre mon intervention accessible. Merci à elle ou à lui. Et puis merci aussi à la personne qui aura la gentillesse de passer les diapositives lorsque je le souhaiterais. Merci infiniment. Je voulais, à l'invitation de Pascal, vous proposer une intervention liminaire délibérément généraliste, surtout pour vous présenter en doré de ces journées un panorama synthétique de ce que représente le patrimoine culturel protégé en France en 2025, sur lesquels les services du ministère de la Culture sont légitimes à intervenir. Je voulais aussi vous évoquer les dispositions législatives et réglementaires nouvelles qui ont été instaurées ces toutes dernières années pour renforcer la protection et la conservation du patrimoine culturel, ainsi que les outils et les moyens qui sont mobilisés pour sa conservation. C'est sur ce patrimoine culturel que portent les programmes de recherche fondamentale ou de recherche appliquée en sciences du patrimoine, sciences humaines, sciences expérimentales ou sciences du numérique, qui sont conduits au sein des laboratoires spécialisés, opérateurs du ministère de la Culture ou au sein du CNRS ou des établissements universitaires en partenariat souvent avec les services patrimoniaux. Première diapositive. Y por favor, la primera diapositiva. Il faudrait afficher à l'écran la première diapositive de la présentation. La proyección de la presentación de Madame Chap, por favor. Voilà, je ne sais pas si on peut mettre à l'écran. Merci beaucoup. Gracias. Voilà. Et donc la suivante. Merci. Sur cette vue, vous verrez sur la partie droite de l'écran le premier article de la partie législative du Code du patrimoine et à gauche, une page extraite des statistiques annuelles de fréquentation des sites du ministère de la Culture. J'avais choisi ces deux exemples juste pour refléter l'énorme diversité des champs d'application des politiques publiques dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel en France, qu'il soit bâti, mobilier ou immatériel. Diapositive suivante. Je vais commencer par évoquer les chiffres clés de ce patrimoine culturel. Diapositive suivante. Voilà, merci. Et la suivante encore, en matière de protection. Diapositive suivante. Merci. La protection au titre des monuments historiques est, en France, à l'instar de la collecte et de la conservation des archives, l'une des politiques patrimoniales les plus anciennes, remontant au premier tiers du XIXe siècle. Depuis les toutes premières protections intervenues en 1840, c'est ce que vous avez à l'écran avec ce beau pont antique, on compte aujourd'hui 45 000 immeubles environ sur tout le territoire national qui sont protégés. Diapositive suivante. La moitié de ces immeubles protégés sont de propriété publique. La très grande partie appartient aux communes et près de 80% de ces immeubles protégés sont circonscrits dans une période qui va du Moyen-Âge à la Révolution française. Diapositive suivante. Et ces immeubles relèvent surtout de l'architecture domestique, les châteaux, les palais, les manoirs, les maisons, et puis presque à équivalence du patrimoine religieux, des églises, des chapelles, mais aussi des abbayes, des temples, des synagogues, des séminaires. Diapositive suivante.
Les objets mobiliers, quant à eux, protégés au titre des monuments historiques, ils sont au nombre de 280 000 aujourd'hui, à peu près équitablement répartis entre inscrits et classés. Et de façon très nette, plus de 85% de ces objets mobiliers protégés appartiennent aux collectivités territoriales ou à l'État. Et de façon plus nette encore, près de 80% d'entre eux relèvent du patrimoine religieux, même si au cours de ces dernières décennies, on a pu assister à une vraie reconnaissance du patrimoine mobilier qui relève du patrimoine industriel, scientifique ou technique, comme cet exemple de patrimoine relevant des transports. Pour les immeubles comme pour les objets, la protection s'évalue en examinant un ensemble de critères artistiques, scientifiques, techniques et en prenant en compte des notions de rareté, d'exemplarité, d'authenticité ou d'intégrité des biens. Diapositive suivante. En très peu d'années, le ministère de la Culture a mis en œuvre un nouveau dispositif de protection encore plus exigeant à l'échelle, cette fois, d'ensembles immobiliers plus complexes. C'est ce qu'on appelle les domaines nationaux qui ont été créés par le législateur en 2017, j'y reviendrai. Et c'est ainsi qu'en 2024, par exemple, par décret en Conseil d'État, on a reconnu parmi ces domaines nationaux le château de Fontainebleau ou le château de Versailles que vous avez à l'écran et que vous connaissez certainement. Et après ces premiers 21 classements nouveaux qui correspondent surtout aux anciens domaines de la couronne, nous nous engageons maintenant à créer 29 autres domaines nationaux sur tout le territoire français. Diapositive suivante. Depuis qu'il a ratifié en 1975 la Convention sur le patrimoine mondial, l'État partie poursuit aujourd'hui une politique très active d'inscription de biens culturels sur la liste du patrimoine mondial. Le ministère de la Culture est chargé des candidatures et du suivi des biens culturels, et c'est le ministère de la Transition écologique qui est chargé des mêmes missions, mais pour les biens naturels. Comme vous le voyez, on en a en charge beaucoup, plus de 40 aujourd'hui, et qui sont très différents. Ça va du monument, comme plusieurs cathédrales évidemment en France, à des paysages culturels. Je pense à la vallée de la Loire, par exemple, ou encore des grottes ornées, ou, diapositive suivante, des centres urbains, comme par exemple Bordeaux ou Strasbourg ou Lyon. Certains de ces biens peuvent être en série, comme les fortifications de Vauban, ou ils peuvent être transnationaux, comme par exemple le beffroi que l'on partage avec la Belgique. Diapositive suivante. Pour revenir à des dispositifs qui relèvent du droit national, le ministère de la Culture aussi poursuit, sous la forme aujourd'hui de sites patrimoniaux remarquables, une politique qui a été instaurée dans les années 1960 par un ministre resté célèbre des affaires culturelles, André Malraux, et qui visait à protéger les centres urbains historiques. Et ces sites dits remarquables sont aujourd'hui plus de 1000 sur tout le territoire national. Et enfin, diapositive suivante, toujours dans le champ de la préservation, le ministère de la Culture s'est engagé très tôt dans la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Pascal Liévaux le rappelait et Diego Hernandez en a présenté aussi des exemples pour le Mexique tout à l'heure, à la fois pour la tenue d'un inventaire national qui est en permanence enrichi et par le soutien de nombreuses candidatures sur la liste représentative. Et je voulais en particulier distinguer un trait marquant de ce corpus de pratiques ainsi reconnu par l'UNESCO pour la France. C'est le lien très fort qui est entretenu depuis l'origine avec le patrimoine architectural. Le trait de charpente, le compagnonnage, l'art de la pierre sèche, le savoir-faire des ateliers de cathédrale, le savoir-faire des couvreurs zingueurs et des ornemanistes que vous avez à l'écran. Voilà comment on peut aussi conserver le patrimoine bâti. C'est en conservant aussi les techniques traditionnelles qui y sont associées. Sur le plan de la restauration maintenant, diapositive suivante, pour orienter et pour prioriser sa politique de restauration, le ministère de la Culture publie tous les 5 ans un outil primordial, c'est ce qu'on appelle le bilan sanitaire de chacun des 45 000 immeubles protégés. C'est, vous imaginez, un travail considérable de constituer ce bilan sanitaire, mais cela nous permet de déterminer, par exemple, pour le bilan que l'on est en train d'achever, 2019-2024, ça nous permet de déterminer que 36% de ces 45 000 immeubles sont en bon état,
que 41% sont en état moyen, que 18% sont en mauvais état et que 5% sont en état de péril. Et c'est en partant de cet état sanitaire qu'on peut ensuite prioriser la recherche et les interventions en matière d'action de conservation et de restauration. Chaque année, vous le voyez, en moyenne, le nombre de chantiers de restauration du patrimoine bâti, mobilier ou instrumental que l'on conduit sous la maîtrise d'ouvrage des services du ministère de la Culture, c'est entre 8 000 et 8 500 opérations. Pour ce faire, les conservateurs régionaux, les architectes en chef des monuments historiques peuvent s'appuyer sur l'expertise permanente de plusieurs centres de recherche spécialisés, par exemple le laboratoire de recherche des monuments historiques qui a été créé dès 1970, mais aussi le Centre de recherche et de restauration des musées de France, fondé en 1998, ou le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, qui est situé dans le sud de la France et qui a été créé, lui, en 2002, il y a un peu plus de 20 ans. Et enfin, pour terminer ce panorama de chiffres clés qui plantait un peu le décor, il ne faudrait pas oublier, c'est la diapositive suivante, les dispositifs de reconnaissance qui viennent compléter ces outils juridiques de protection. Et je veux évoquer en particulier les labels architecture contemporaine remarquable qui sont attribués à des édifices non protégés et datés de moins de 100 ans, donc les plus récents. Le label Maison des Illustres. Je vous ai mis ici des exemples de demeures où a pu habiter à différents âges de sa vie Chateaubriand, si célèbre, l'écrivain si célèbre, ou encore le label Jardin remarquable, qui permettent eux aussi de mobiliser les services publics et les particuliers dans la conservation, dans toute sa diversité du patrimoine français. Dans un deuxième temps, c'est la diapositive suivante, je voulais donc vous montrer comment est-ce que cette dernière décennie a été marquée par un renforcement très significatif de l'arsenal législatif et réglementaire en faveur de la conservation du patrimoine culturel. C'est une dynamique essentielle qui permet de soutenir ensuite la recherche, mais il faut commencer effectivement par consolider l'arsenal législatif et qui permet d'avoir un cadre réglementaire évidemment pour intervenir. Le premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est la diapositive suivante, c'est en 2016 la création d'instances spécialisées à l'échelon central et à l'échelon des régions en France, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et ses commissions régionales du patrimoine et de l'architecture qui ont été instaurées et qui sont consultées pratiquement toutes les semaines en matière de création, de gestion, de suivi des documents d'urbanisme ou en matière de travaux, de protection, de conservation ou de mise en valeur du patrimoine culturel. Elles sont présidées, c'est original, par un parlementaire et par des élus. C'est intéressant qu'ils aient la visibilité sur les coulisses du patrimoine et elles ont permis de clarifier la répartition des rôles. Elles sont constituées de représentants de l'État, mais aussi de personnalités qualifiées, des universitaires, des chercheurs, des conservateurs, des architectes, et elles sont aussi composées de représentants d'associations ou de fondations spécialisées dans le patrimoine, dans une vision très participative de la conservation du patrimoine. Le deuxième sujet récent, je l'évoquais, c'est la création d'un régime juridique nouveau, diapositive suivante, celui des domaines nationaux. C'est une originalité, ça vise à protéger par un statut particulier des ensembles immobiliers vastes ou isolés, mais qui ont la particularité de présenter un lien exceptionnel avec l'histoire de la nation et dont l'État est au moins pour partie propriétaire. Il s'agit de grands ensembles complexes, comme vous en avez l'exemple à l'écran avec le domaine de Versailles, mais ça peut être aussi, c'est la diapositive suivante, des grands monuments isolés, comme par exemple l'Arc de Triomphe ou encore le Panthéon à Paris. Les effets sont très drastiques. Lorsque le décret en Conseil d'État est adopté, toutes les emprises propriétés de l'État dans le périmètre de ces domaines nationaux sont automatiquement classées au titre des monuments historiques. Les emprises qui appartiennent à des tiers, les collectivités ou des particuliers, sont immédiatement inscrites au titre des monuments historiques. Toutes les emprises appartenant à l'État sont inaliénables
et elles sont inconstructibles, donc on ne peut plus construire sur ces monuments. Et enfin, l'État a un droit de préemption en cas de nécessité pour consolider le périmètre de ces domaines. La démarche suivante, diapositive suivante, qui a été aussi qui a permis aussi de consolider et de faire accepter par les habitants le principe même de la protection des monuments historiques. C'est toujours la même loi de 2016. Ça a été de redéfinir les dispositions qui s'appliquent autour des monuments historiques pour en faire un véritable outil de mise en valeur du patrimoine culturel et de conservation. Avant la loi, s'appliquait un périmètre automatique de 500 mètres autour des monuments français, des monuments historiques. 20 000 communes en France sont concernées par ces cercles automatiques de 1 kilomètre du coup de large, 2 fois 500 mètres, qui s'appliquent sur ces monuments historiques. Depuis 2016, on a considéré qu'il valait mieux délimiter des périmètres plus proches du monument, avec une densité patrimoniale et une densité d'enjeux plus forte, pour mieux faire comprendre la politique de conservation aux habitants. Et c'est ainsi que depuis 2016, on a pu créer 400 périmètres délimités, c'est ce que vous voyez à l'écran, où on a des règles qui s'appliquent en termes de matériaux, en termes de couleurs, en termes de type de construction, de type de restauration qui sont imposés aux habitants, mais sur un périmètre plus resserré. La diapositive suivante montre encore une nouvelle disposition, celle des sites patrimoniaux remarquables, qui s'applique cette fois à l'échelle des centres urbains, et non plus simplement des monuments, et qui permettent de clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et paysager. C'est exactement la poursuite d'une politique qu'on a lancée à l'imitation de l'Italie, à vrai dire, dans les années 60 en France, pour préserver des villes, des villages, des quartiers dont la conservation, la restauration présente un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'archéologie, du paysage. Ça peut être des grandes villes, mais ça peut être aussi, c'est la diapositive suivante, des petits bourgs ruraux qui sont ainsi protégés. Et on applique à l'échelle de ce site patrimonial remarquable ce type de carte que vous avez à l'écran, extrêmement fine, qui, à la parcelle cadastrale, détermine avec une grande anticipation le sort qui sera celui de la parcelle en matière de conservation. Restauration totale ou au contraire curetage pour ménager les éléments patrimoniaux ou au contraire remise de la nature, restitution de jardins, de promenades, de jardins en gradins, de murets en pierre sèche par exemple. Tout ça est déterminé d'avance et les habitants savent d'avance quelle va être la conservation sur leurs biens et sur leur parcelle cadastrale. Diapositive suivante. Ces sites patrimoniaux remarquables sont, vous voyez, ça ressemble à ça, ces cartes très précises. Et puis, diapositive suivante, il y a toute une charte, des codes, une charte graphique qui permet de façon très fine d'aller rechercher et repérer les éléments patrimoniaux les plus forts, les plus intéressants pour aller les sauvegarder. Diapositive suivante, c'est le reste de cette légende instaurée en 2018 et qui a vraiment changé la façon de considérer le patrimoine à l'échelle des villes et des villages. Enfin, dernière mesure aussi tout à fait nouvelle, elle remonte à 2016 aussi, et elle est particulièrement significative cette fois pour le patrimoine mobilier. C'est une avancée de protection remarquable. On a pu créer ce qu'on appelle des ensembles historiques mobiliers, c'est-à-dire contraindre le propriétaire, qui d'ailleurs peut être l'État, à conserver ensemble des objets mobiliers qui ont un sens parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils font collection du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de l'ethnologie ou de la science. Et non seulement on peut les conserver ensemble, mais on peut aussi créer un lien de servitude, de maintien dans le bâtiment dans lequel ils se trouvent. Et cela a permis, par exemple, de sauver, et permet encore de sauver aujourd'hui, c'est une grande avancée pour le patrimoine mobilier, de sauvegarder le mobilier historique des châteaux, par exemple, ou pour ceux qui s'intéressent au patrimoine industriel ou scientifique, de conserver les instruments dans les laboratoires des grands scientifiques, par exemple. Ça permet aussi de conserver ensemble et sur place toutes les composantes d'un dépôt lapidaire, par exemple. Voilà un peu les dernières mesures les plus récentes. Diapositive suivante,
je voulais évoquer aussi les efforts qui sont conduits pour soutenir d'un point de vue financier aussi la protection du patrimoine. C'est extrêmement important puisque c'est ce qui permet aussi la recherche pluridisciplinaire, de mobiliser tous les moyens les plus élevés possibles pour la conservation du patrimoine. Et vous avez à l'écran ce qu'on appelle les crédits ordinaires, monuments historiques, qui portent à la fois et qui permettent de conduire toutes les études préalables, les diagnostics, la recherche, les interventions en entretien et en restauration, et qui se partagent entre une ligne pour les grands projets et puis une ligne de crédit pour des dépenses courantes d'entretien et de restauration. Ce sont ces fameuses 8000 opérations qui sont permises par an grâce à ces crédits. Vous voyez que pour certaines années, en raison des grands projets, il peut y avoir des pics. Et vous voyez que depuis maintenant 2023, on a pu passer la barre très symbolique des 400 millions d'euros qui sont consacrés au patrimoine monumental en France et aux objets mobiliers et au patrimoine instrumental. Et c'est évidemment tout à fait significatif. Mais parce que ça ne suffit pas, diapositive suivante, on a essayé d'imaginer aussi dans les toutes dernières années des dispositifs innovants pour soutenir la conservation et la restauration du patrimoine en allant chercher des leviers plus originaux, comme par exemple un loto du patrimoine qui permet d'affecter les recettes de jeu du loto, de la loterie nationale, à la conservation du patrimoine. Ça a été instauré en 2017 et ça a permis d'ores et déjà de venir soutenir la restauration de plus de 980 sites en France. On a instauré aussi un dispositif de collaboration avec les régions, les collectivités régionales, qui fait que si les régions mettent 15% du montant des travaux sur la table, l'État va doubler ses subventions. C'est ce qu'on appelle le fonds incitatif pour le patrimoine. Et ça, c'est à l'attention des toutes petites communes, les communes de moins de 2000 habitants qui ont beaucoup de patrimoine et qui ne peuvent pas seules contribuer à leur restauration. On a aussi mis en place des souscriptions vers des thématiques et des cibles particulières. C'est le cas, et vous comprenez, puisque je vous expliquais la part que prend le patrimoine religieux en France, elle est extrêmement conséquente. Et on a donc une souscription nationale qui a été instaurée l'année dernière, spécialement pour le patrimoine religieux, ou encore spécialement pour un certain nombre de sites où la symbolique mémorielle est très forte, comme celui que vous avez à l'écran. Le seul site français qui est protégé au titre du monument historique par la loi. C'est un site, un village qui a été martyrisé et dont les habitants ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a ouvert une souscription pour restaurer ces ruines qui, d'un point de vue de doctrine de restauration, sont évidemment extrêmement complexes. Quelles sont, diapositive suivante, les grands projets sur lesquels on s'investit actuellement et dans les années à venir? Eh bien, chaque année, le ministère de la Culture, parmi ces 8000 opérations, s'investit en particulier et concentre toutes les attentions sur une dizaine de grands projets, concentre les attentions en matière financière, en matière de personnel, en matière de programmes de recherche, en matière d'intervention de travaux et en matière de médiation et de médiatisation aussi. Je vous en présente l'actualité. Vous avez par exemple sous les yeux le palais de la Cité à Paris, au cœur du pouvoir à l'époque médiévale, où on va restituer une articulation entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle. Vous avez aussi l'abbaye et la prison de Clairvaux, les plus vastes bâtiments conventuels de France, propriété du ministère de la Culture, où il va falloir trouver une vocation de réutilisation. C'est la diapositive précédente. Et puis, vous avez aussi le château de Gaillon, ce chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance, où on est en train de lancer un chantier en collaboration avec la communauté d'agglomération locale. Sur la diapositive suivante, nos grandes priorités sont évidemment les cathédrales. Et vous avez là, évidemment, cathédrale Notre-Dame de Paris, je ne pouvais pas ne pas la citer, où on lance maintenant la troisième et la dernière phase de chantier après la réouverture, celle de la restauration du chœur et de la sacristie, et des roses, des vitraux et des roses du chœur et des transepts. Vous avez la cathédrale de Clermont-Ferrand où on restaure des couvertures en plomb. La question du plomb est un grand sujet en ce moment sur la restauration du patrimoine en France. Et ou encore la cathédrale de Dijon dont la flèche est en train de tomber et qu'il faut totalement déposer et remonter intégralement, une flèche médiévale.
Sur la cathédrale, sur la diapositive suivante, vous avez aussi, c'est la suite de nos grands chantiers de cathédrale, Beauvais, où on met totalement la cathédrale en sécurité contre les risques incendies et on restaure les couvertures. Montauban, que vous avez à droite à l'écran, où la construction d'un parking souterrain devant la parvis de la cathédrale a mis à déstructurer la façade qui est en train de s'écrouler et qu'il faut stabiliser et remonter. Et puis vous avez la cathédrale de Marseille, où il s'agit là de lancer la restauration des couvertures du dôme, de la croisée du transept et de toutes les tourelles d'escalier. Et enfin, parmi les derniers grands projets qui sont actuellement en cours et pour cette année, c'est la diapositive suivante. Vous avez, on parlait d'incendie tout à l'heure, la cathédrale de Nantes qui a été victime d'un incendie criminel perpétré en 2020 pour lesquels on a à peu près 29 millions d'euros de travaux menés et de la recherche en conséquence. Et puis enfin, la basilique de Saint-Denis, près de Paris, où un chantier expérimental très original est en cours autour des savoir-faire de la construction au Moyen-Âge pour restituer une grande flèche sur le massif occidental. Sur tous ces grands projets que je vous ai présentés, c'est là que va pouvoir se pencher un réseau thématique pluridisciplinaire et interdisciplinaire entre le CNRS et le ministère de la Culture. Pascal Liévaux pourra vous en parler. Il en est un des 2 co-directeurs qui s'appelle Maestro, qui prend la suite du chantier scientifique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui sera évoqué plus tard dans vos rencontres par Livio De Luca dans l'après-midi. Et les chercheurs académiques, les professionnels du patrimoine, conservateurs ou architectes, vont pouvoir collaborer ensemble autour de groupes de travail, de groupes scientifiques, pour se pencher sur les pathologies, les défis qui sont lancés par cette dizaine de grands projets que je vous ai montrés, des défis de structure, des défis numériques, des défis d'acoustique par exemple, ou des défis de restauration des décors, ou encore de charpente par exemple. Dernier point que je voulais évoquer dans mon intervention pour me rapprocher de la thématique de ces rencontres après cette présentation plus généraliste, c'était évoquer un peu 2 chantiers en matière d'anticipation et de gestion des risques. C'est la diapositive suivante que l'on a lancée et dans lesquelles on est en train de développer. Le premier, diapositive suivante, c'est, voilà, merci, c'est la question de l'anticipation de la sécurité et des incendies, la question du plan de la sécurité des grands monuments et en particulier des cathédrales. Donc, comme vous le savez, on a été particulièrement marqué en octobre 2019 par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis en juillet 2019 par l'incendie de la cathédrale de Nantes, et on a donc mis en place un plan sécurité cathédrale à l'échelle très vaste des 87 cathédrales françaises et depuis 2023, le ministère de la Culture alloue des crédits chaque année pour mettre en œuvre ce plan. En quoi est-ce qu'il consiste? Cette diapositive suivante, c'est 58 actions qui ont été lancées, comme par exemple recouper les combles pour freiner le développement de l'incendie, comme par exemple généraliser les caméras thermiques, on parlait tout à l'heure de technologie, pour détecter les zones de chaleur avant l'apparition des fumées. C'est par exemple retraiter et moderniser évidemment certaines installations électriques, mais c'est aussi mettre en place des technologies, notamment dans le domaine de la prévention de l'incendie, comme par exemple la micronébulisation, pour effectivement intervenir le plus rapidement possible sur place avant l'intervention des pompiers. Diapositive suivante. Ce plan prévoit aussi une meilleure formation des personnels. Diapositive suivante. Ce à quoi nous voulons aboutir, diapositive suivante, c'est de pouvoir voilà, merci. De pouvoir effectivement faire en sorte que toutes les cathédrales soient dans le meilleur niveau de référence et même peut-être le niveau de sécurité élevé qui est notre idéal sur les 87 cathédrales françaises. Les objectifs, c'est de répondre évidemment aux risques, aux exigences de sécurité,
d'organiser la sécurité au sein des cathédrales en mobilisant tous les acteurs, en particulier aussi le clergé, pas simplement les professionnels du patrimoine. Et on observe ainsi une très forte mobilisation depuis 2 ans sur cette question des préventions de l'incendie, à travers notamment, je pense que vous en parlerez, l'élaboration de plans de sauvegarde des biens culturels qui nous permettent de savoir d'avance, évidemment, de prioriser les actions en cas d'urgence dans ces édifices. Nous avons pu aussi transmettre des modèles de documents support, des cahiers des charges d'exploitation aussi pour faciliter le travail administratif des services qui sont chargés de mettre en place ces plans de prévention des risques dans les cathédrales. Et puis le dernier sujet que je voulais évoquer, ça a déjà été un peu abordé, c'est la question qu'on peut présenter comme un risque si elle n'est pas conduite de façon concertée et conduite avec le ministère de la Culture, c'est ce que la recherche à tout crin de la performance énergétique peut faire courir comme risque, évidemment, pour le patrimoine. Je pense évidemment à des actions du type destruction des fenêtres anciennes pour les remplacer par des fenêtres en plastique, en PVC. Je pense à des problématiques d'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments. Je pense à des problématiques de pose de ventilation extérieure ou de pompe à chaleur, par exemple. C'est une actualité en France très, très marquée parce qu'il y a des politiques ministérielles qui font accélérer le déploiement de ces accessoires de la performance énergétique. Et c'est un risque direct pour le patrimoine culturel français. C'est pourquoi on a, depuis 2 ans maintenant, instauré une collaboration avec le ministère en charge de ces politiques de performance énergétique pour, plutôt que de le subir, construire ensemble des solutions en mettant en avant ce que l'on sait très bien du côté des gens qui aiment le patrimoine, c'est que naturellement, conserver, restaurer, réutiliser le patrimoine, c'est intrinsèquement une démarche qui évidemment est écologique. Et donc, il faut convaincre que nos bâtiments, les bâtiments du patrimoine ancien, ont des vertus intrinsèques qui sont très fortes en matière de participation au développement durable. Et donc, il est possible, la ligne de crête est fragile, mais elle existe. On peut arriver à conduire une démarche de conciliation entre ces deux intérêts, l'objectif de la transition écologique et l'objectif de la préservation du patrimoine. Diapositive suivante, c'est ce qu'on a essayé de faire, par exemple, en travaillant à des guides à l'attention des porteurs de projets, à l'attention aussi des ingénieurs, des auditeurs énergétiques, des diagnostiqueurs, pour les sensibiliser aux vertus intrinsèques du patrimoine ancien, évidemment des vertus en matière de ventilation naturelle, en matière d'inertie, en matière de confort d'été, on le sait, en matière de réutilisation des matériaux. Certains de ces matériaux sont là depuis des siècles et on voudrait les remplacer par des matériaux qui, dans 10 ans, se dégraderont. Ça paraît effectivement totalement absurde. Et donc, on est en pleine réalisation de guides de réhabilitation énergétique adaptés aux bâtis anciens, de guides à l'attention des diagnostiqueurs et des auditeurs pour les sensibiliser aux propositions de travaux qu'ils font lorsqu'ils posent un diagnostic énergétique sur un bâti ancien. On travaille aussi à créer un vadémécum pour inciter les porteurs de projets à conserver au maximum les menuiseries des fenêtres. C'est une question très importante dans la qualité évidemment du patrimoine bâti, en France comme partout ailleurs, et il existe des solutions alternatives. On travaille aussi beaucoup dans le cadre européen à réviser une norme européenne, celle qui porte sur la conservation du patrimoine culturel, notamment pour donner des principes directeurs pour améliorer la performance énergétique des bâtiments d'intérêt patrimonial. Et enfin, avec la compagnie des architectes en chef des monuments historiques, on a travaillé à élaborer un outil national de mesure pour démontrer de façon objective que l'impact carbone des chantiers monuments historiques est beaucoup plus faible que l'impact carbone de chantiers du bâtiment et des travaux publics en général, en raison de ce souci de réutilisation des matériaux, de ce souci de circuit court. Et enfin, naturellement, l'un des objectifs de ce travail avec le ministère de la Transition énergétique, c'est d'adapter et de renforcer les compétences réciproques de nos deux ministères. Voilà, rapidement esquisser le rôle qui est joué par les services du ministère de la Culture et par ses professionnels à travers ces outils juridiques, financiers, politiques, comme vous le voyez aussi,
dans la conservation du patrimoine aujourd'hui. Ce faisant, on comprend que le ministère permet ainsi de favoriser au quotidien le travail pluridisciplinaire des acteurs du patrimoine, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les conservateurs, les géotechniciens, les inspecteurs, les chercheurs académiques qui sont spécialisés dans les sciences du patrimoine. Et on le fait dans le souci de poser un cadre d'intervention qui soit le plus solide possible sur le plan réglementaire pour que, de manière générale, il puisse être propice à l'instauration de collaborations scientifiques sur le plan national comme international. Je vous remercie